Um, Welcome to the PIPOC Hour. This is Kasha with you today. I'm going to be representing Agir. If you don't know who is Agir, Agir is an organization for LGBT plus migrants and refugees in immigrants and refugees in Montreal for over 10 years now. Actually, this year is going to be our 10-year anniversary. Um, and who am I? I am a Palestinian, queer Palestinian artist representing Agir today, as I said. Usually, Agir provides services in many different languages, mainly French, English, Arabic, and Spanish. That's why you might hear different languages in this interview today. So I would like to introduce I would like our guests that Agir invited today to introduce themselves, Rami and Noué, starting with you, Rami. Rami Ayari, queer activiste et ex-fondateur de l'association Sans Restriction. C'est une association qui travaille sur les droits LGBTQ+, en Tunisie principalement. Et on essaie quand même aussi jusqu'à maintenant d'aider les personnes qui sont réfugiées ici ou bien qui sont demandé l'asile dans, par exemple, comme l'Europe ou dans d'autres pays. Voilà, et maintenant justement, je consacre mon temps pour la création de contenu sur YouTube et Instagram. Et j'essaie plutôt avec Instagram et YouTube de passer un message de paix et de sensibiliser les gens sur la cause LGBTQ+, en Tunisie parce que jusqu'à 2021, les personnes LGBTQ+, je dis bien les personnes LGBTQ+, qui sont encore criminalisées de 3 ans de prison et risquent aussi, ils sont subis aussi à un test anal qui est sans leur consentement, juste pour prouver leur homosexualité. Donc, maintenant, je suis plutôt dans le milieu digital. J'essaie de changer la mentalité en Tunisie en offrant du contenu qui est 100% tunisien. Thank you, Rami. I see all of your work and in the like this nowadays, like social media creates such a big change, and I see all that change and all that work that you're doing through social media. Even though you're all the way here in Canada, you're still really involved and really contributing to the LGBT community in Tunisia. Ouais, parce que surtout, avant, quand j'étais sur le terrain, je pouvais faire des choses, je pouvais m'impliquer aussi dans des associations, participer dans des projets, aussi participer dans des manifestations. Et vu que je suis ici au Québec, donc j'ai choisi le monde digital parce qu'au moins je peux passer mon message et d'une façon aussi, comme je me sens aussi en sécurité, tu vois. C'est pas comme être sur le terrain et il y a beaucoup quand même de risques à prendre en considération. Tu vois. Yeah, it is without a doubt still risky, even though you're all the way in Canada. Still, there is some level of danger to doing that. But many people don't know that even though you have moved to Canada, it doesn't mean that you are still not contributing to your community back home. Ouais, on peut contribuer de plusieurs façons, tu vois. C'est pas faire ça juste seulement par la visibilité. Il y a des gens ici que je connais pas mal, des personnes qui sont réfugiées LGBTQ+, ici, qui travaillent avec des ONG, qui essayent de faire pousser les choses en Tunisie, en mettre en contact les ONG qui sont ici à Montréal avec les associations en Tunisie ou bien dans d'autres pays, quoi. Donc, moi, je crois que chacun peut faire avancer les choses, mais chacun comment il peut le faire, comment il est à l'aise de le faire, tu vois. Donc, voilà. Thank you so much, Rami. And we have also Noué with us. Thank you for being with us today. Merci de Let m'avoir you invité. introduce yourself. Moi, je m'appelle Noé Ventura, je suis un migrant mexicain depuis 7 ans. J'ai commencé mes démarches en tant qu'activiste au Mexique en 2019. Puis bon, j'ai commencé à travailler dans des organisations ici à Montréal, au Canada et à La Paz, ma ville de naissance au Mexique. Puis bon, c'est grosso modo, c'est ça. I know that also you have been doing initiative with people back home and still contributing to your community there as well. And also you're doing a lot of amazing work here. If you want to tell us more about that. Oui, mais bien sûr. Moi, je commençais au Mexique, comme je t'avais dit, mes démarches en tant qu'activiste, en tant qu'artiste. J'ai organisé des soirées drag au Mexique.
c'était, je peux dire que c'était la première soirée drag autant que soirée drag au Mexique. Donc, pas au Mexique, évidemment, à ma ville de naissance, je veux dire, en 2019. Donc, grâce à Monarch, grâce à le fait que j'ai rencontré beaucoup de monde à cause de l'activisme, à cause de tout ça, j'ai l'opportunité d'organiser des trucs au Mexique qui étaient comme la première fois que ça arrivait. Puis en 2019 aussi, mes amis et moi, on a organisé la fierté la plus, je ne pourrais pas dire populaire, mais il y avait beaucoup de monde par rapport aux autres années. Donc 2019, c'était une année marquante pour la communauté LGBTQ à ma ville de naissance au Mexique. C'était aussi le début de la décriminalisation ou de l'acceptation selon la loi de mariage égalitaire. Donc, c'était énorme ça. Puis bon, ici au Canada, à cause de la pandémie, je n'ai pas vraiment du temps d'organiser des trucs en personne parce que bon, on ne peut pas le faire maintenant. Mais pendant la pandémie, pendant le temps qu'on était resté chez nous, j'ai organisé des trucs comme online pour la chose que je faisais tout le temps, c'était de comme créer une liaison entre ma ville de naissance puis Montréal. Donc ça, c'est une chose que je continue à faire tout le temps. Donc c'est ça un peu, comme je te dis, grosso modo, c'est le truc artistique que je fais. For sure, art is one of the ways to express and create change as well. Thank you both for sharing all of that great, amazing work you're doing, like with either in Canada or also still contributing to back home. I identify with what you're saying because even though I'm all the way here, I feel that maybe because I'm a bit safer, still it has a level of danger. Definitely. Contributing to back home, changing and advancing stuff there, even you're all the way in Canada. But at the same time, I feel that maybe I'm a bit safer here, that I can contribute. This is like the least that I can do for my community. And I feel that sometimes there's a bit of a feeling of a guilt that I'm here while everyone is still suffering there, but at the same time, we are doing our best also, and maybe the life here also, we're going to talk about it in a bit. It's not like what people imagine or like what we have imagined before coming here. So this is what's going to take us to the next point that we want to talk about, which is life before Canada. So how is life for you before coming here to Canada? Bon, c'est quand même difficile, pas difficile en même temps, tu vois, parce que je réussissais quand même à vivre en Tunisie, à sortir, à m'amuser, rencontrer des gens et tout. Mais c'est sûr, quand tu vis dans une société où la construction sociale est principalement patriarcale, déjà comme quand on te donne des rôles à faire, toi, tu as des apparences qui sont masculines ou toi, tu as une apparence féminine, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc, c'est parmi les choses que, si je parle d'apparence, là, parmi des choses que je me sentais pas quand même libre à m'exprimer comme je veux, même si après la Tunisie, il y a eu une révolution et maintenant c'est une démocratie et tout, mais quand même c'est une démocratie qui est quand même assez fragile, tu vois. Le fait que jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas des marches de fierté en Tunisie qui sont organisées légalement, tu vois. Et que même les associations maintenant, ils travaillent quand même ils travaillent dans le risque, tu vois. C'est pas mal de fois des locaux des associations qui ont été attaqués par des homophobes ou bien par des salafistes, quoi. Et le gouvernement, ils font rien de tout. Ils n'ont jamais arrêté quelqu'un pour ce genre de violence, tu vois. Mais je dirais quand même, comme je t'ai dit, comme je réussissais à vivre parce que je me suis adaptée, parce que c'est un pays qu'on est né là-bas, on connaît déjà la société, on connaît déjà la mentalité. Avec le temps,
Je dis pas que c'est heureusement, mais comme on doit s'adapter avec la situation, tu vois, pour Mm. pouvoir vivre. Parce que des fois, on n'a pas vraiment le temps de... C'est parmi les choses que j'aime pas beaucoup. Ça me fait un peu regretter, tu vois, comme il y a des choses qui m'arrivaient en Tunisie. Et à ce moment-là, je savais pas comme c'est des choses que c'est pas des choses normales qui se passent avec n'importe quelle personne, tu vois. Et c'est maintenant que je commençais à réaliser que c'est comme, ah, cet acte, c'était pas normal que la personne me fait ça, ou bien que cette personne que me juge que je suis comme ça, tu vois. Donc, mais avec ça, quand même, on essaye toujours d'avancer et faire nos mieux là pour faire nos études et avancer dans notre vie, quoi. Et, mais la chose que, quand même, que je trouve positive, tu vois, avec la révolution, maintenant, on a le droit de créer des associations, de s'organiser, et de faire des colloques internationaux même, et de faire des conférences. Et, euh, et ces dernières années, ça a commencé à évoluer quand même. On voit plus des gays, des personnes LGBTQ+, dans la rue, parce qu'avant, c'était quand même très difficile de voir une personne. Et si la personne passe dans la rue, c'est sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont l'insulter et le traiter de plein d'insultes, tu vois. Donc, pour moi, pour mon propre expérience, parce que moi, j'étais comme militant et visible, je travaillais sur la visibilité. Parmi les choses qu'on avait, c'est que on n'a pas des personnes LGBTQ+, on n'avait pas plutôt, maintenant on commence à avoir. Mais avant que j'arrive ici au Québec, il y avait comme, je crois que c'était pas nombreux les personnes qui s'affichent dans le média, qui parlent de la cause LGBT, qui disent nous on veut ça, on veut changer la loi et ce qui se passe là c'est pas normal qu'on vit encore toujours dans la discrimination. Mais quand même c'était difficile pour moi parce que je reçois tout le temps des insultes, je recevais tout le temps de menaces. Et au début, ça me faisait vraiment peur parce que j'avais peur pour ma vie. Tu vois, si quelqu'un te dit comment on va te tuer, toi, parce que toi, tu défends les gays. Et bah, ils disent pas déjà les gays, ils disent tout jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent PD, tu vois. Et donc, c'est quand même, c'était un peu difficile, mais je sais pas que j'ai réussi quand même à m'en sortir, à continuer, à avancer. Déjà que le fait que j'ai créé une association avec d'autres personnes de la communauté. Et c'est vrai aussi pour l'association, c'est quand même un peu difficile de trouver les personnes parce que généralement, les personnes, ils ont peur de s'afficher ou bien d'être en lien avec une association qui défend les droits LGBT clairement, tu vois. Et nous, dans la constitution qu'on avait, c'était comme c'est écrit, c'est une association LGBTQ+, tu vois. Donc, ça, c'est parmi les difficultés qu'on a eues, mais comme je te dis, c'est avec les années, ça avance à petit à petit, mais au moins ça Mhm. avance et les choses, ils ont changé, beaucoup changé par rapport, si je fais la comparaison quand j'étais en Tunisie et maintenant, il y a quand même une bonne évolution quand même. Avant, il y Mhm. avait, je crois, il y avait juste 3 associations. Maintenant, on est presque à 7 associations qui travaillent vraiment sur terrain, tu vois. Et Mhm. voilà. And I see what you mean about it's hard to find people to be working in that domain Mhm. in other countries where it's, you know, it's not, you're not free to be, you know, who you are, to love who you want. Like, and a big example of that today is me having to hide my identity today to be able to be present with you, even though I'm all the way on the other side of the world. I still don't feel safe to and I have to do all of this for today, but also it's important for me to be here today Mhm. as well. C'est vrai parce que tu vois, comme les gens, ils ont de la famille et généralement, dans mon pays d'origine, la famille, ça reste une famille jusqu'à la fin, tu vois, sauf que jusqu'à la personne se marie ou bien il fait sa vie, tu vois. Donc, les personnes, ils sont toujours dépendants de leur famille et ils peuvent pas, genre, le dire publiquement parce qu'ils vont être expulsés de chez eux. Et ils vont avoir beaucoup de problèmes économiques parce que déjà pour les personnes LGBTQ+, c'est difficile quand même de trouver un job. Et si on te juge d'apparence qui est hors l'hétéronormativité, là, tu vas jamais pouvoir travailler ou bien faire des études, tu vois. Donc, je, com- je sais, moi, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Avant aussi, je m'assumais pas mon homosexualité et je crois pratiquement tous mes amis que je connais, ils ont passé par là parce que
dans mon pays d'origine, il n'y avait pas d'éducation sexuelle, qu'on parle de sexualité ouvertement, qu'on parle de genre, qu'on explique que chacun qui est libre de sa vie. On dit ça, que chacun est libre de sa vie, mais pas vraiment si on parle de LGBTQ+. Non, non, ça c'est pas de liberté. Et c'est la société, elle doit intervenir et dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois. Donc, mais et cette période-là, c'est quand même assez difficile pour moi parce que quand je m'assumais pas, je me sentais que je faisais des choses que moi, je n'étais pas convaincue avec, tu vois. C'est comme j'essaie de plaire aux gens. C'est pas que j'essaie de me plaire à moi-même, tu vois. Quand je regarde dans le miroir, je dis, oh, OK, moi, je me m'aime et je suis comme ça. C'est toujours, j'essaie de, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Donc, je dois donner toujours l'image qu'ils cherchent, tu vois. Mais avec les années, quand même, et aussi la fréquentation, moi, ce que je dis, surtout pour les personnes qui sont en cours à chercher, à découvrir qu'est-ce qu'ils sont, quoi, c'est de fréquenter les personnes, parler avec d'autres personnes, partager les expériences, parce que c'est comme ça tu vas plus ressentir que tu es seul et que t'es complètement différent du monde et tu es la seule personne qui existe, tu vois. Mhm, mhm. The internet has definitely changed stuff, and I think there's the language barrier still. Like in some countries they cannot access certain information because Mhm. most of the information about like education, like LGBT, what is sexuality, what is gender, is mostly in other languages, English or French or other stuff. So if you really don't speak any of these languages, it could take you a really long time to figure out yourself how you're feeling, Mhm. and all Moi, that je me stuff. souviens une fois quand je fais ta recherche sur Internet, j'ai écrit en arabe comme homosexualité. Et déjà, de tous les articles qui disent, ah, c'est interdit par la religion et il faut pas les accepter et tout. Donc, même la documentation et les recherches, il y a eu des recherches arabes, mais malheureusement, les recherches arabes, ils sont un peu influencées aussi par la religion et la société, tu vois. C'est pas vraiment des recherches scientifiques, qu'on parle des choses scientifiquement ou bien Mhm, de côté humanitaire, tu vois. C'est tout le temps mhm, religieux ou bien mhm, religieux ou de la société mhm. patriarcale, tu vois. Or the other thing that I noticed is sometimes when they do, even when they do the research, the people who are in the academic, they write it to be very academic, that Mhm. the person, not everyone can understand that language. It's just too complicated. So moving to in a way about like our theme now is like life before Canada. Ben, moi, tout le monde connaît le Mexique. Les tacos, Cancun, la vie, le soleil, la vida, tout ça. Mais bon, être homosexuel, être queer, être non-binaire même au Mexique, c'est assez dangereux. Maintenant, juste comme il a dit, les choses sont en train de changer au Mexique aussi. Mais bon, mon enfance était un peu tough, évidemment, parce que, bon, j'étais, comment est-ce que je peux dire, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment chanceux que j'ai une famille qui me soutenait beaucoup quand j'étais petit, grâce à ma mère, à ma grand-mère, à ma famille, tout le monde est super accueillant, super bien accueillant. Mais bon, la société, les idées, les rôles de gens, tout ça, si tu es un garçon, tu dois faire ça. Si tu es un garçon, tu dois pas faire ça. Puis la religion aussi au Mexique, c'est un grand, même maintenant, c'est pas comme au Canada que la religion est un peu à côté. Au Mexique, c'est la loi un peu. Même Mhm, si légalement sont séparés, mais au Mexique, on doit faire toutes les choses religieusement avant d'essayer de vivre nos vies. Donc, mhm, côté être gay au Mexique, ben, comme je t'avais dit, j'avais la chance que ma famille, ben, j'ai la chance encore que ma famille soit vraiment à l'aise, soit vraiment accueillante. Mais aussi à l'école, par exemple, c'était vraiment, vraiment difficile parce que moi, ben, d'abord, j'étais allé dans un collège, en école pour les gens riches. Puis moi, ma famille, on n'était pas riches.
Donc, c'était déjà une disparité énorme entre mes, mes, mes collègues à l'école qui étaient riches, qui étaient hétéros, qui étaient tout ça, puis moi qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre. Non, c'était assez, assez difficile, quoi. Mais aussi, j'ai le privilège que je viens d'une région au Mexique qui est un peu, comme est-ce qu'on dit, loin de tous les trucs genre religieux, tous les trucs difficiles du Mexique. Donc, c'est un privilège énorme, énorme, énorme que j'ai. Puis, bon, grâce à ça, bon, c'était difficile, évidemment. C'était difficile parce que, bon, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas l'accès à l'éducation comme le monde avec de l'argent ont au Mexique. Mais quand même, j'ai réussi à grandir, j'ai réussi à trouver l'information, j'ai réussi à sortir de placard avec ma mère, avec ma famille. C'était hyper bien passé. Mais bon, il existe encore, selon la loi, ben ça change évidemment à chaque mois. À chaque mois, il y a des nouvelles lois qui permettent beaucoup plus de choses. L'ouverture de la société est beaucoup mieux maintenant. Mais il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de travail à faire encore au Mexique. And hearing you say all of that, I think there is an assumption that there is like the Mexico is a safe country, and people don't realize. Maybe sometimes, if you can tell me more about that, people don't realize the effect of that assumption on people who are refugees from LGBT refugees from Mexico here, who are getting rejected in their hearing and not accepted as refugees because of that assumption that Mexico is a safe country. Ben, comme j'avais dit au début, le Mexique, c'est un pays vraiment accueillant pour tout le monde, sauf pour les Mexicains. Spécialement si tu es Mexicain et gay, c'est comme t'appartiens ici, tu es Mexicain, mais tu dois changer ça. Non. Ben, le monde, c'est vrai, c'est une assumption qu'on a, que le Mexique est vraiment accueillant, que c'est la fête partout, la musique, la danse, la bouffe. C'est vrai, c'est magnifique. Mais aussi, ben, c'est assez dangereux. Le Brésil et le Mexique sont les deux pires pays au monde pour être trans, par exemple. Ben, je ne peux pas parler beaucoup de ça parce que c'est assez triste, mais Brésil et le Mexique sont les pires pays au monde pour la communauté trans. Donc, aussi pour être homosexuel, comme je t'ai dit, je t'avais dit tantôt, ça commence à changer. Il y a beaucoup le monde commence à être un peu plus accueillant, mais c'est assez dangereux. C'est assez dangereux, spécialement grâce à la politique, grâce à la religion. Ce sont deux trucs qui sont mêlés ensemble, qui ont beaucoup de pouvoir sur nos vies. And the other assumption that I found many people think about is sometimes there are people who Canada is not their second country. Sometimes people assume, oh, you came from that country directly to Canada. People don't know that sometimes there are people who are having to jump from a country to a country to a country to a country until they arrive to Canada. It's a big journey for many people. Like, for example, for me, it's my fifth country, and it was not easy. And I know many of my friends, they had, to live undocumented in other countries even before arriving to Canada. So living here as a refugee sometimes could be not the only time this person has lived as a refugee. They could have jumped, they could have had to go from a country to a country to a country, and sometimes from unsafe country to LGBT people to another unsafe country for LGBT people. Il y en a eu comme nous en Tunisie, il y a eu comme quand il y a eu la guerre en Libye. À l'époque, avant plutôt, la Tunisie était quand même un pays comme le Mexique. Moi, quand même, j'ai une idée que le Mexique c'est un pays ouvert et quand même c'est assez ouvert, tu vois. Et comme aussi également le Liban. Et les Libyens, ils ont pensé qu'aussi la Tunisie, malgré qu'on était juste proche, tu vois, c'est presque un même peuple, tu vois. Ils pensaient aussi que la Tunisie vont pouvoir vivre mieux, mais c'est ce qu'ils ont pu vivre mieux par comparaison avec la guerre, quoi, tu vois.
Mais si on parle vraiment leur vie et tout, c'est presque comme tout le reste tunisien, tu vois. C'est pas... There's one thing I always also feel, and let me know what you think of this, is that coming from another country where it's not accepting to LGBT plus people, sometimes I feel that people are judgmental of my own country or the places where I've been. And like kind of like this idea, all these countries are savage. They treat their LGBT people like that. They treat their women like that. They don't know. And in my opinion, it's weird because they don't know where these laws are coming from. Where in the first place, those laws that criminalize LGBT plus people in those countries, where are they coming from? It's like, it's really sad to have to deal with like people talking about my people in a really bad way because of the way I was treated by my people. I don't find it that they should be excused for talking like that about my country and my people because that's the situation. You have... Ben, c'est un truc assez difficile, je pense, parce que ben, ça m'arrive aussi s'il y a quelqu'un, moi j'en sais pas comment le dire, mais je pense que des fois je pars pas très bien du Mexique, mais s'il y a quelqu'un qui est pas mexicain qui part mal du Mexique, je suis comme tu comprends? C'est comme tu peux pas parler parce que t'es pas mexicain. Donc je comprends ça aussi. Puis ben, le fait que comme par exemple au Mexique, la loi permet, la loi dit que tous les droits sont les mêmes droits pour tout le monde, sans comment est-ce qu'on dit, sans différence entre le genre, la sexualité, les croyances religieuses, tout ça. Mais chaque région a changé ses lois pour pas permettre, par exemple, le mariage ou des trucs comme ça. Donc, ben, c'est assez difficile des fois de dire moi, j'adore le Mexique parce que je suis mexicain, mais quand on y va là, c'est comme mais pourquoi est-ce qu'on doit pourquoi est-ce que c'est pas permis de moi, pourquoi je ne suis pas permis d'être moi-même ici? Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais je te comprends des fois. Si quelqu'un parle de manière méchante ou méchante contre mon pays, je suis comme c'est pas correct de le faire. Actually, these laws in many countries were put by colonizers. And the effect of those laws is just like being treated that we are countries who are like, are not friendly to LGBT plus people and all of that, but people don't look further. What are your thoughts on Le that? colonialisme n'est jamais là pour vraiment aider le pays à avancer ou bien vraiment de changer les choses. C'est sûr, c'est le contraire. Ça empire les choses d'empire en pire parce que nous, par exemple, pour la cause LGBT, la loi de 130, c'est une loi coloniale parce que c'était fait sous la protection de la France. Et à ce moment-là, c'est vraiment drôle. C'était pas criminalisé en France. Ils ont la criminalisé en Tunisie. I don't know if you've heard of pinkwashing, using like, oh, we are like, a place, we are accepting of the LGBT, we are Israel, we're accepting to LGBT plus people, but look at the Palestinians. Oh, this is what they're doing. So it's okay if we do this to them. It's just like an excuse to hurt my people. And look, oh, I don't give a space or chance for people to use what happened to me to harm my own people. And I would never accept that. So it's really hard to navigate that when you are in between. Ça perturbe en plus l'avancement du pays parce que le peuple là, il va pas penser vraiment aux choses qui sont vraiment fondamentaux. Ils vont penser plutôt, on veut se libérer, on veut vivre dans notre pays, tu vois. C'est pas, ils vont pas penser d'avancer sur la question LGBT ou bien des droits des femmes ou bien de faire quelque chose pour faire avancer le pays, tu vois. C'est le seul but dans cette période-là, c'est sûr que c'est se libérer, tu vois. Je crois quand même, si ce n'était pas la Tunisie colonisée par la France ou par d'un autre pays qui a fait déjà les mêmes choses que la France, je crois que la Tunisie sera peut-être meilleure maintenant où on ne sera pas déjà comme criminalisé, tu vois. Something I noticed is that the amount of survivors fleeing or who are able to flee to other countries or safe countries who are assigned female at birth are less. From what I observed and from a personal experience,
I know that it's really, really difficult. Like, this is my fifth country, as I mentioned, and in every country that I passed, it's always hard to find other people assigned female at birth because of the laws. I know that almost every airport that I had to pass by, they asked me, okay, does your family know that you're here? Who's your guardian? Who's like, they're always looking for the male. They're always like, it's always scary to pass by airports for I think people who are assigned female at birth from certain countries. I know like some countries in the Arabian Gulf or the place where I was like the countries that I came from, even if they're not the same nationality as that woman or assigned female at birth, they give themselves the right to ask, why are you here? And stopping, many of those people. And I think what I noticed here, and this is where I want to take us to the next point, which is life in Canada. Maybe we can talk a bit, maybe I can talk a bit more about this, and also you can talk about other stuff about what the life in Canada here. What was the thing that surprised you when you came in Canada? What was the difference? How is it for you? Pour moi, la confiance, honnêtement, je n'oublie pas quand je suis arrivé à l'aéroport, l'agent des douaniers là, m'a posé juste une question, est-ce que vous avez de cigarettes? Alors que j'avais trois cartouches de cigarettes. Je dis non, j'ai juste un. Il m'a dit, OK, vas-y, passe. C'était comme, OK, ils sont vraiment super gentils. Ça fait comme... je sens ici la relation entre le monde, même s'ils ne se connaissent pas, c'est quand même toujours un contact de confiance, tu vois. En tout cas, j'aime bien ma vie ici. C'est quand même les gens quand même ils sont ici ouverts. Et ça arrive des fois, moi, je ne dis pas vraiment comme... il y a toujours le patriarcat ici, on le voit déjà. Déjà, il y a pas mal... il y a 13 féminicides cette année, quand même, c'est beaucoup. Mais je dirais plutôt comme... quand je vois les gens qui me regardent et tout, leur regard, c'est pas vraiment un regard méchant, tu vois. C'est comme un regard gentil. Ben, moi, je fais me colorer mes cheveux. Quand je marche dans la rue, et personne que je connais pas, il m'arrête. Ah, c'est beau tes cheveux. C'est comme, c'est vraiment, j'aime bien la vie ici. Les gens, quand même, ils sont gentils, tu vois. And for you, Ben, la chose qui m'a surpris là, c'était le froid, évidemment. Mais aussi, je suis d'accord avec Rami, le fait que le monde est vraiment comme accueillant, le monde est, comment est-ce qu'on dit, il y a une confiance aussi. Le fait qu'il y ait, par exemple, les fenêtres n'ont pas des barres comme au Mexique. Le fait qu'on peut oublier quelque chose dans un restaurant, puis il va rester là parce que personne ne l'a touché, personne n'a fait rien. À l'aéroport aussi, et qu'il y a comme un sentiment de confiance un peu plus fort ici. Puis la liberté, c'est une autre chose que à chaque fois que je rentre au Mexique, je me sens un peu comme si je dois rentrer un peu dans le placard. Pas beaucoup parce que je suis évidemment très évident, mais aussi ici, je pense que, comme Marami a dit, le fait qu'on peut marcher dans la rue, on ne voit pas comme les regards de tout le monde. Comme au Mexique, c'est vraiment, j'imagine qu'en Tunisie, Même ne parle pas, ça se passe par les yeux, tu vois. Ouais, au Mexique, c'est un peu comme ça. Ici, ça arrive aussi. Il faut être clair, mais c'est moins. Donc, ça aussi, comme le sentiment de liberté, de pouvoir être eux-mêmes, nous-mêmes. Ouais. Surtout vraiment la sécurité, là, parce que tu sors 1h du matin, 5h, n'importe quelle heure, sans sécurité. Même si tu croises quelqu'un qui est saoul, et il ne va pas t'agresser ou bien t'insulter. Au maximum, il va te demander cigarette ou bien une pièce. Et tu dis non, et voilà, tu vois, c'est pas... Tu te sens pas, il n'y a pas la violence ici, on ne voit pas vraiment, tu vois. Il arrive des choses d'actes de violence et tout, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très fréquent quand on entend, je ne sais pas, il y a un bagarre dans tel quartier, il y a quelqu'un qui a tué l'autre et tout, tu vois. C'est quand même assez sécuritaire. Et plutôt, je sens que je retrouvais moi-même parce que moi, en Tunisie, comme
Juste pour expliquer, parce que pour les gens qui me prennent au sérieux, quand j'étais en Tunisie, je me permettais pas de mettre de vernis et tout. Pour moi, c'était comme, je suis ici pour passer un message, donc je dois un peu m'adapter aux normes de la société pour que les gens me prennent au sérieux, tu vois, pour que les gens m'écoutent. Sinon, ils vont dire, ah, ça c'est un gay, il fait colorer ses cheveux et il met du vernis, donc ils vont pas. Mhm, Et mhm, mais ici, c'est comme, je me suis retrouvé, c'est comme je commençais à découvrir que j'aime ça, tu vois. Et je savais avant que j'aimais les choses, mais de plus en plus, tu vois. Et mhm, de plus, je peux me permettre à essayer d'autres choses. Que avant, il y a des choses que j'ai même pas essayé, déjà pensé à l'essayer, tu vois. Mais maintenant, quand je me trouve libre et tout, je veux savoir ça, je vais essayer ça, tu vois. Je vais vivre de nouvelles expériences pour me découvrir, tu vois. Parce que je crois que c'est ça, si on ne vit pas pas mal d'expériences là, ça va pas nous aider vraiment à découvrir qu'on est réellement, tu vois. mhm, Et je crois qu'on est là, tu vois, pour découvrir ça. Ça prend du temps, tu vois. mhm, mhm, Mais, mais c'est ça. Et parmi les choses que j'adore ici, quand même, les gens qui sont sensibilisés par rapport à d'autres questions. Il y a quand même la solidarité ici mhm, entre les gens, quoi. Mais c'est vrai, il y a des choses, des fois que ça arrive des choses que si on parle un peu comme des ONG et LGBTQ+, ici, la chose que je trouvais un peu triste quand je suis arrivée ici, je me voyais pas dans ces associations-là, tu vois. Il n'y avait pas la représentation tant que moi, réfugié LGBTQ+, et je me vois pas dans vraiment dans pas mal des associations. Généralement, quand on voit le conseil d'administration, c'est principalement gay, cis, blanc, tu vois. Et, et des fois, c'est quand ils essayent d'aider, c'est pas de la bonne manière parce que j'ai l'impression de fois qu'ils demandent pas aux personnes concernées qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent aider, tu vois. Donc, ça, c'est mhm, la seule chose que vraiment que j'ai pas. Je trouvais un peu triste quand même. Mais mhm, quand même, de ces dernières années, quand même, ça avance beaucoup, hein. mhm, Ça a changé beaucoup de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ça a changé beaucoup pour moi. mhm. I have to say that my first surprise, my first shock, I would say, not surprise, shock, was at the airport actually. I remember saying to the agent, because it was a program for refugee, and there's this agent who's supposed to be there for us in the airport, and I have took this person in the side and was like, please don't misgender me or, you know, um, just call me by the wrong name because I am around my people. Mhm. And you could put my life in danger if you do that, especially that there are integration programs, meaning that you could meet the same people you came with in the airport in the French classes or other integration programs, or there's like really like specific organization that work with immigrants and refugees. So you might come to that place where that person have seen you and met you, like, you know, they heard that person in the airport who has misgendered you. And the thing is that the Asians or people who are frontline workers, they don't know how much it's more dangerous for someone who is a BIPOC or an immigrant or refugee to be outed in front of their own community. And the answer that shocked me, and I think it shocked me because I had expectations from Canada. The media and the news shows you a different image of Canada. So when that agent has said, um, no, I cannot call you with other than what's in your legal documents. And right now, you're going to meet someone who's going to decide if we will allow you in the country or not. That was, I can never forget that because that was like someone has poured some really like hot water on my head. And I was expecting safety. And I was like, you know, I was kept for a good amount of time in the airport until they finished processing all my documents. So I was on my like, you know, it's like was the fifth country, and I was really tired after like, you know, kind of a whole day of like, you know, it was really far, 10 hours in the airplane, and also I did not have a stable situation where I was, and then I came here, and this was the first thing.
And it kept happening in different organizations, different places, again and again and again. And the other thing is that these organizations or these places don't realize how many times someone who is a refugee or an LGBT refugee had to say their story again and again and again and again. So if you are, let's say, someone who was a refugee with the UNHCR, they ask you for your story. So that's like, let's say, 2 hours of saying their story. And then you go again and you say your story to, I don't know, the embassy person who's gonna give you the visa again. And then you go, if you have a hearing here in Canada, here's another time you're saying your story. Maybe someone who's a frontline worker who need to get your story to help you, and I don't know what here again. It's just the repetition of this saying your story to be saved. It's just like begging someone to save you. It's like, here's my whole story, take everything. I notice what it does to some people. First, I feel that many people that I met are numb when they're talking about what happened to them. The other thing that I noticed as well is how many refugees, they don't know, they don't have a filter of what to share and what not to share. Once they are in an organization and it's like, fill this form, yes, I'll sign for you. Here is all of my information. And it took me a while to understand and learn that, and this is with the assumption is Canada is a good place, they know what's best. If they're asking me for these questions, then maybe they need it. So I need to provide everything. So if that worker from that organization called me, I need to give all of my information. I need to agree on signing any type of paper. I need to agree to being also sometimes coming as a witness and telling my story in the media because I need saving. And I think many places, they put many of us in a situation where we are not in a place of power. We are just put down. This is your place. We're here to save you. You're the victim. Tell us what happened to you. What did happen to you? And just like it affects you as a human being. Mm-hmm. It's like your self-esteem, your confidence, all this stuff, it's affected. And the other thing is like, surprised me when I came here is the cultural difference. Because people, when they say LGBT+, they think all the LGBT communities are one big happy family and we're all like getting along together. They don't know, in my personal opinion, and you can tell me more from your experience, I had a hard time getting along with the local LGBT. Doesn't matter what their color. Even until this moment, most of my circles is LGBT+ immigrants and refugees. This is where I feel home. This is where I feel like most of my friends, they understand what I mean. And when I first came, I was younger than this, way younger than this. And I went to this organization for youth, and I was around other youth who are local. And I don't have the language. I was like, I'm around a lot of street LGBT youth. We've always we use whatever comes in our mind. We don't censor ourselves. We have a way of expressing ourselves. We don't have lots of information about what word to use, but also we had other ways to express ourselves in our culture. And when I came here, I couldn't get along because people would always correct me. No, say it this way. No, say this word this way. No, this is the right way to express. Mm-hmm. It's like kind of like trying to westernize me, but also not respecting my experience. At the same time, back home, we don't have that much of space in our mind to think about or it's like the language barriers. We don't have this information in our language, but also we have other words we use in our cultures. But also we don't have the capacity to deal with all of that mentally. And people here, they have more time in their hands to do this more self-exploration. So I felt judged. I couldn't get along with the local LGBT. It was really, really hard for me. I would love to hear from both of you about if you have any thoughts about this. Bon, j'ai tellement de choses à dire à propos de ça. Ben, c'est vrai, il y a une sensibilisation déjà du monde vers nous parce que nous sommes migrants ou réfugiés, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Puis le problème avec l'aéroport, le problème avec tous les trucs qu'on doit faire à niveau gouvernemental,
la bureaucratie ici, c'est vraiment c'est difficile à comprendre pour nous. Parce que dans nos pays, ben, c'est bureaucratique, c'est difficile, mais c'est tu dois faire ça, 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 ça. OK, c'est fait. Ici, tu dois appeler, aller, faire, écrire, nana, nana. Puis dans 3 mois, on va te répondre. Puis ça, c'est un problème que c'est assez difficile de faire, de comprendre. Puis à propos de la communauté LGBTQ ici, je suis 300% d'accord avec toi. C'est hyper difficile de trouver un milieu. C'est assez difficile parce qu'il y a un privilège que le monde ne voit pas. Le monde qui a grandi ici ne voit pas vraiment. Puis, par exemple, le côté artistique ou le côté travail ou le côté accent, même le côté être toi-même, le monde essaie de te, ben, je ne sais pas, comme tu avais dit, de te dire quoi faire, de te dire ah non, tu n'es pas assez bon pour ça, tu dois arrêter, tu dois faire quelque chose d'autre. Mais le monde ne voit pas que nous n'avons pas le temps de développer les choses que le monde a le temps de faire ici. Au Mexique, en Tunisie, dans des autres pays, on doit vraiment survivre. On n'a pas le temps de prendre des leçons tu comprends, de cours de ça, de cours de danse, de cours de ça. On doit vraiment utiliser le temps pour survivre. Donc ça, c'est une chose que je trouve assez difficile ici d'expliquer, d'exprimer au monde, puis de trouver, je trouve ça assez difficile de trouver une manière de le faire d'une manière publique, puisque le monde peut comprendre ces privilèges qui existent ici, d'avoir grandi ici, d'avoir accès à l'éducation aussi. C'est un problème énorme que ben, moi, je n'ai pas eu accès à l'éducation comme ici. Donc, c'est un privilège énorme aussi que je parlais 3-4 heures à propos de ça. Donc, je vais laisser la parole à Fanny. Juste parmi les choses, moi, que je trouve, il y a un manque ici, bah, surtout pour les réfugiés. Bah, pour moi, c'est quand ils me disent plutôt quand tu viens de commencer une nouvelle vie. Moi, je considère pas le fait que je suis venu ici au Québec, je commence une nouvelle vie. Non, pour moi, c'est comme je continue ma vie, mais différemment, dans un autre pays, dans une autre culture, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais pour les personnes qui viennent déjà, qui sont réfugiés, il y a un réfugié qui vient, il va pas venir que la personne est joyeuse ou bien qu'il a vécu des belles vacances dans son pays, tu vois. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma demande d'asile, je me souviens pas que je lis un mot qui parle voilà, telle adresse de soutien psychologique ou tu peux avoir ce tel service. C'est plutôt par rapport à, voilà, tu peux faire la demande de cette papier avec cette administration, tu dois faire cette demande pour pouvoir avoir cette papier, tu vois. Mais comme offrir déjà dès le début pour les personnes réfugiées, parce que je dis bien comme les gens viennent avec plein de problèmes qui sont en état dépressif et tout, il y a des gens qui sont même pas capables ici d'avancer dans leur demande d'asile, tu vois. Moi, je connais beaucoup de gens, c'est comme à chaque fois que j'appelle, est-ce que tu as commencé à écrire ton histoire? Ouais, j'ai pas encore le temps, mais je sais que c'est pas question de temps, c'est question d'énergie, de penser à ça, tu vois. Et ça que je trouve que même c'est quelque chose qui manque pour pouvoir aider. D'ailleurs, là, on écoute Monsieur le Premier ministre François Legault qui dit qu'on veut avoir moins de réfugiés parce que le réfugié, ça fait pas, je sais pas, avancer beaucoup l'économie. Or que nous, quand ils viennent ici, on n'essaie pas vraiment de leur donner un coup de pouce, de les appuyer, à aider pour vraiment avancer, pour avoir comme les salaires que le Premier ministre que veut payer comme le salaire moyen, tu vois. Mais surtout, justement, par rapport à la bureaucratie, moi, la question que je pose vraiment, moi, j'ai un statut de réfugié. Réfugié, je peux rester réfugié toute ma vie au Canada. Ici, je peux le changer, mais je peux garder le même statut. Pourquoi on est obligé de faire numéro d'assurance sociale chaque 2 ans, faire la demande, après faire le permis de travail, il faut faire la demande pour la CSQ, il faut faire la demande pour la résidence permanente, après la résidence permanente, il faut faire la résidence. C'est tellement lent le processus. Déjà, pour faire la demande pour le permis de travail, il faut que tu dois avoir plusieurs documents pour faire juste une seule demande, tu vois. Donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux, malheureusement.
dans le même cercle, tu tournes, faire la demande, tu fais la demande à exprès, il faut renouveler la demande. Et c'est tout le temps, quand tu appelles par exemple l'immigration ou une administration, tu as l'impression, des fois, ils ont pas l'information, la bonne information. Par exemple, moi, à mon arrivée, quand je fais ma demande d'asile, je voulais faire mon permis de travail. J'ai appelé l'immigration, ils m'ont dit non, tu peux pas faire la demande de permis de travail autant que tu n'as pas le statut de réfugié. Je dis, bah, écoute, là, c'est dans 2 mois, est-ce que je vais rester comme ça sans travailler? Ils me disent non, non, c'est ça. Et après, quand je regardais moi-même, tu vois, parce que c'est nouveau le site de Canada et je l'ai jamais essayé, tu vois. J'ai essayé comme ça, je trouvais comment je peux faire la demande. J'ai fait ma demande et après, même pas 2 semaines, j'ai reçu mon permis de travail, tu vois. C'est parmi les choses qu'il y a pas toujours, surtout pour les réfugiés, tu vois. Si on parle immigration, personnes migrantes, peut-être ça c'est différent. Mais moi, de mon propre expérience pour les réfugiés, il y a un manque d'informations et même par exemple le papier brun, des fois il y a des commerçants qui refusent ça, ils disent non, non, c'est pas un pièce d'identité, mais c'est un document de gouvernement, il y a ma photo et tout, tu vois, donc c'est ça, c'est juste comme un peu, Mhm. et là, surtout la bureaucratie. Et la bureaucratie, surtout au Québec, c'est beaucoup plus ça. Ouais. Mhm. Juste pour faire la demande de l'aide sociale et par exemple la PCU, la PCU c'est rapide, l'aide sociale qui est $700, déjà $700, je ne sais pas qui peut vivre avec $700 par mois. Mhm. Tu dois fournir plusieurs documents. Moi récemment, j'ai envoyé, les documents que j'ai envoyés, ça m'a coûté $50 pour juste envoyer la demande de l'aide sociale, tu vois. Donc tu te penses de l'argent pour avoir très peu. C'est pas vraiment déjà que ça va t'aider. Les $50, ça peut m'aider aussi pour 2 jours, 3 jours, tu vois. Mhm. C'est ça. And people don't realize how much work it is. It's like save me. It's like to say so I can save you and accept you as a refugee. You have to do all of that, C'est ça. and it's lots of work also mentally having to deal like and something that many people don't know about is that from what I know and from my conversation with lots of my friends, many of us when we come, we have more space in our mind, and the past start coming. So most of the people that I know, for at least the first few months, if not sometimes the first few years, they're having intense nightmares, not being able to sleep, not being able to eat well. Lots of my friends, they're like, they're really struggling with that to the extent is that they don't have space to do other stuff. And then you come and it's like, okay, fill this paper and then pay this amount and then fill this paper and then wait for this long and maybe we'll accept you, maybe we'll not accept you. It's a lot of work C'est emotionally. beaucoup de travail que je peux me consacrer pour faire des choses que ça pourrait peut-être m'aider à avancer dans ma vie professionnelle. Peut-être, tu vois, c'est au lieu de faire telle demande et tout ça, c'est ça. Et surtout que les gens ici, moi, je me suis retrouvé tout seul, malgré que quand je suis venu ici, déjà, je connais déjà des gens des associations et je connais un peu de Tunisiens qui sont ici. Mais quand même, c'était difficile de faire des amis ici, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose qui est facile. Je sors, voilà, je peux faire mes amis et tout. Tu peux rencontrer des personnes, faire des connaissances, mais si on dit vraiment le mot ami, là, ça prend du temps, tu vois. Et imagine une personne avec tout ce processus-là, il se retrouve toute seule, il y a aucune personne qui est là pour lui. Même tes amis qui sont en Tunisie, tu ne peux pas leur parler parce que déjà pour mes amis en Tunisie pensent que ouais, je suis au paradis, là, c'est bon. Donc, même si tu parles, ah, il y a tel problème, mais non, ça, c'est correct, c'est rien, hein. Nous, on vit plus que ça, tu vois. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour t'écouter vraiment. Donc, et ça aide pas, ça, tu vois. Ça aide pas vraiment. Et je sais pas. Voilà. And I feel you because sometimes when you first come here and you don't know many people or you don't know anyone at all, and you're still in touch with your friends back home, and when you tell them what is happening with you here, and they're like, why you're complaining? You made it C'est ça. there. So Ça, c'est rien. what is happening? And then I remember before COVID-19, I had this friend who was still, in their country, and they were messaging me, and I would tell them like, at the beginning, I was like, oh, this is what is happening. And it's like, no, but it's fine. It's Canada. Why are you complaining? And I knew this person was gonna come soon. I was like, so I stopped. I started changing what I was saying. I was like, wait and you'll see. Every time they ask me why you're saying this, like, wait and you'll see. Wait and you'll see. The first month they came here, and they're like, oh,
they were shocked. They didn't expect it to be this way, and even thought we're saying it in the video. Even if like our friends are gonna watch this back home, they're still gonna be. It's like we don't get it. You don't get it until you're here, until you are in the face of what is happening. And then with our last question is that what are you hoping for in the future? Like now you're here in Canada. What are your hopes? What are you excited about? Ben, moi, le futur, commencer une vie ben, comme une nouvelle vie, si on pourrait dire, puis avoir la chance de partager mon histoire. Ça sera une chose assez importante pour moi, d'avoir l'espace, d'avoir ben, la chance de pouvoir partager mon histoire à un moment donné, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à dire. Puis bon, continuer à travailler pour améliorer la vie de ma vie, la vie de ma famille, puis la vie des immigrants, des réfugiés, puis de mon LGBTQ ici à Montréal et au Canada. Je souhaite que plutôt le Canada fait plus d'efforts là pour aider et contribuer à faire avancer les choses dans d'autres pays, quoi. Et moi aussi, je veux contribuer à faire avancer les choses, soit ici au Québec ou bien en Tunisie. Et j'aimerais être parmi les personnes qui vont être là le jour où il y aura plus l'article 230 qui criminalise les personnes LGBTQ+, et peut-être aussi l'article qui interdisait aux gens de changer leur mention de sexe et non. For me, I'm really excited about living, just being alive, because for the first time, and this is the first time like being here, actually having like kind of a freedom that I've never had before. So this really excites me. I would like to thank you both for Merci. being here in the PIPOC Hour, and as your guest. I really thank you so much for everything that you've shared. We talked about lots of things, lots of issues. It was like, like I feel that we've talked about things that maybe we didn't think about even before coming here. So Ouais, ouais. thank you so much for being open and sharing. Merci Thank you pour so toi. much, Rami and Merci. Nawais.